Europe Matin, Patrick Cohen. Voici le journal de Jean-Philippe Balaz. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Incompréhension mondiale après la décision de Donald Trump. Les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale d'Israël. Colère des Palestiniens. Nous irons à Ramallah, en Cisjordanie. Nous serons également au Qatar où Emmanuel Macron vient d'atterrir. Les autres titres. Johnny Hallyday encore et toujours avec une cérémonie en préparation à Paris, peut-être sur les Champs-Élysées, et un album posthume. Johnny terminait l'enregistrement d'un nouveau disque. Vous entendrez quelques notes. Un système de douche pour asperger et chasser les SDF. Nous en parlions il y a un instant. Le genre de procédé que dénonce la Fondation Abbé Pierre. Elle lance un site participatif. Et puis, plus de guichets, mais alors une vraie galère pour obtenir votre carte grise. La dématérialisation qui rime avec bug à répétition. Ce sera l'enquête du 8h. 8h15, notre invité sera l'ex-porte-parole du gouvernement, devenu patron du parti présidentiel, délégué général de La République En Marche, Christophe Castaner. Le statut de Jérusalem et cette tempête internationale après l'annonce de Donald Trump. Décision injustifiée et irresponsable pour l'Arabie Saoudite, regrettable pour la France, de l'huile sur le feu, estime l'Allemagne. Voilà pour la tonalité ce matin. Donald Trump a donc reconnu officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël, en rupture totale avec ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Et les Palestiniens sont en colère. Nous rejoignons sur place à Ramallah, en Cisjordanie, l'envoyé spécial d'Europe 1, Jean-Sébastien Soldaini. Sur l'écran de télé, l'image de Donald Trump fait face à un portrait de Yasser Arafat. Et derrière l'épaisse fumée de leur chicha, les clients restent impassibles. Seule une insulte fuse au moment où le président américain apparaît et officialise sa décision. Ahmad avait beau s'y attendre, il n'accepte pas ce choix. Comment peut-il être aussi ignorant ? Je pense qu'il insulte notre intelligence. On a l'impression que tout est décidé par une seule des parties. Son choix met fin à tout espoir de paix et de réconciliation. 11 minutes de discours, il n'en a pas fallu autant pour voir apparaître les premiers manifestants au milieu de la circulation. Jérusalem, disent-ils, a été vendu pour une poignée de dollars. Jérusalem a bien plus de valeur. Cette ville sainte est inestimable. Ce n'est pas une simple décision de Donald Trump qui va déterminer son avenir. Si on perd Jérusalem, il n'y aura pas la paix. Cette ville est la clé pour avoir la paix, ici et dans le monde entier. La décision de Donald Trump est vécue comme une rupture jusqu'au sommet de l'autorité palestinienne, puisque Mahmoud Abbas considère que les États-Unis viennent de perdre leur rôle historique, celui de sponsor pour le processus de paix. Ramallah, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1. Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a atterri tout à l'heure au Qatar, où nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, Maxence Lambrec. Maxence, Jérusalem, c'est évidemment le premier sujet de conversation. Oui, Emmanuel Macron en fait une priorité diplomatique. Il veut que la France soit une puissance d'équilibre dans cette crise. Le chef de l'État a d'ailleurs hier soir mesuré son expression, parlant d'un choix regrettable. Il sera à l'écoute tout à l'heure de l'émir du Qatar, qui juge comme son voisin saoudien cette décision de Donald Trump irresponsable. Tous les leaders musulmans sont appelés à se retrouver mercredi prochain à Istanbul pour organiser la riposte. D'ici là, Emmanuel Macron souhaite que la réunion exceptionnelle du Conseil de sécurité des Nations Unies, convoquée demain après-midi à New York, permette d'apaiser un peu les tensions. Les diplomates français sont à pied d'œuvre. Cette crise fait passer au second plan l'objet de cette visite officielle, la lutte antiterroriste. On se souvient qu'Emmanuel Macron avait dénoncé pendant sa campagne l'attitude du Qatar vis-à-vis du financement de l'islamisme radical. Maxence Lambrec. Europe 1, il est 8h03. Et toujours l'hommage, et toujours dans l'actualité ce matin, Johnny Hallyday et l'hommage qui se prépare. Les Champs-Élysées, peut-être samedi, une descente de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde. C'est le scénario qui se dessine avec une cérémonie qui pourrait avoir lieu ensuite à la Madeleine. Mais attention, rien d'officiel encore. Une réunion est prévue notamment à la préfecture de Paris. On guette aussi désormais le dernier album de Johnny Hallyday, album posthume, oui. Il finissait l'enregistrement d'un nouveau disque et les quelques rares personnes qui ont pu l'écouter sont formelles. La voix est toujours aussi impressionnante. Mathieu Charrier. Johnny voulait absolument terminer cet album. C'est ce que nous confient plusieurs de ses proches. Et pourtant, le rocker n'aura eu le temps d'enregistrer qu'une dizaine de titres sur les 12 prévus initialement. Un album qui devrait surtout tourner autour du rockabilly et de la country, dont on entendait quelques notes sur une vidéo postée par Laetitia Hallyday en septembre. On les voyait enlacés en studio. C'est d'ailleurs Laetitia qui décidera quand et comment cet album posthume sortira. Une chose est sûre, ce ne sera pas avant l'année prochaine. Johnny travaillait encore il y a quelques semaines avec Maxime Nucci et Yarol Poupeau, ses fidèles complices. Quelques proches ont pu écouter certaines des chansons. C'est le cas de Jean-Claude Camus. Johnny lui a fait la surprise à l'occasion d'un déjeuner pour son anniversaire fin octobre. Il m'a fait écouter en effet 7 ou 8 chansons de son album qu'il n'aura pas eu le temps de finir. Mais voilà, je peux vous dire que la voix qu'il a sur ces 8 chansons,
alors qu'il est déjà enregistré malade. Ça va être quelque chose de magnifique, de superbe, un très 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 beau souvenir. Et du côté de Warner, la maison de disques, on se refuse pour l'instant à tout commentaire. Aucune sortie de compilation ou autre prévue pour l'instant, m'explique-t-on. Le message officiel, c'est on pense à Johnny et à sa famille. Mathieu Charrier est toujours une pluie d'hommages. Vous avez pu entendre Julien Clerc dans le journal de 7h30. Il a chanté quelque chose de Tennessee hier soir sur scène. Et puis on ne vous oublie pas, tous les anonymes, les fans inconditionnels. Nous allons à Malakoff, au sud de Paris, le temps d'enfourcher une Harley-Davidson pour rejoindre Nadine et Alain dans leur café de l'amitié. Reportage de Mélanie Nounès. Attablés dans ce petit troquet, des bikers aux yeux rougis, la gorge nouée, ils plaquent quelques accords sur leur guitare. Nadine, la patronne, fan depuis 45 ans, fredonne ses tubes d'une voix chevrotante, les larmes aux yeux. Je pleure mais je chante quand même, c'est ma prière pour te garder. C'est sûr qu'il va manquer, c'est sûr, et beaucoup, et longtemps. J'avais besoin de lui, quoi, autant que de mon mari, autant que les miens. Quand Johnny dit « je t'aime », c'est à moi qui parle, quoi. Quand il chante que je t'aime, je lui crie moi aussi. Je suis née un peu dans la rue, j'ai vécu dans la rue avec mon fils. Je me représente à ces chansons. Il va y avoir du Hallyday longtemps ici. Recroquevillé derrière le comptoir, son mari Alain, anéanti par la disparition. Il n'avait pas le droit, c'est tout. On est malheureux, personne ne le remplacera. Hallyday qui fera toujours partie de notre vie. Au-dessus de leur tête, un portrait immense de leur idole qu'ils iront déposer sur sa tombe dans quelques jours pour lui rendre hommage. Reportage signé Mélanie Nounès. Il est 8h08, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas et cette opération lancée par la Fondation Abbé Pierre. Soyons humains avec les SDF. Les sans-domicile chassés par tous les moyens. La Fondation met en place un site participatif. Elle encourage les internautes à prendre en photo et à mettre en ligne tous les dispositifs imaginés donc pour éloigner les SDF. Et les contributions sont nombreuses. Marguerite Lefebvre. Depuis hier, des dizaines de petits points rouges illuminent la carte interactive. À Metz, Lyon, Marseille ou Paris, des internautes postent leurs photos. En cliquant, on y découvre des accoudoirs sur les bancs pour empêcher les sans-abri de s'allonger, des pics en fer installés sur les rebords des bâtiments pour que personne ne soit tenté de s'asseoir. En plein cœur de Paris, il y a même une douche anti-SDF près du Louvre. Dans cette entrée de parking, lorsqu'une personne reste sur place plus de quelques secondes, elle se fait automatiquement asperger d'eau froide. Des dispositifs inhumains qu'il faut dénoncer selon Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Ces dispositifs anti-SDF, ils empêchent les personnes les plus fragiles de pouvoir se reposer un peu. On a des personnes qui n'ont rien. Et on leur empêche l'accès aux besoins de première nécessité. Je prends l'exemple de Marseille. On est en bataille aujourd'hui à Marseille sur la question de l'accès à l'eau. Il n'y a quasiment aucun point d'eau, aucun accès aux toilettes. Réfléchissons un peu quand même. Selon la Fondation, ces dispositifs se sont multipliés ces derniers temps à l'étranger et en France, où chaque année, plus de 2000 personnes meurent dans la rue. Et je vous rappelle le site de la Fondation Abbé Pierre, soyonshumains.fr. On passe à l'actualité économique avec une grosse inquiétude chez Conforama. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Jean-Philippe. Directeur du journal Les Échos. Nous parlons de la maison mère de l'enseigne française, tempête financière et scandale. Très grosse inquiétude en effet, car l'action hier de la maison mère de Conforama s'est effondrée de 60% à la bourse de Francfort. Des irrégularités comptables ont été découvertes. Une enquête est en cours. Le patron de cette société mère a démissionné hier. Les magistrats du parquet en Allemagne parlent d'une enquête de grande ampleur. Bref, on craint le pire. Et pour Conforama, qui compte 288 magasins et réalise 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, cette situation est bien sûr très préoccupante. Parce qu'il faut dire, Nicolas, que si Conforama résiste face à son principal concurrent, Ikea en l'occurrence, c'est justement grâce au soutien de sa maison mère. Exactement, cette maison mère de Conforama qui s'appelle Steinhoff possède de nombreuses enseignes d'ameublement dans le monde. Elle a donc une très forte capacité d'achat et c'est ce soutien dans les achats, dans la logistique qui permet à Conforama de maintenir des prix serrés et de tenir tête à Ikea. Mais si les comptes de cette maison mère ont bel et bien été trafiqués, alors tout l'édifice risque de vaciller. L'an dernier, Conforama, plein d'ambition, avait failli racheter Darty avec l'appui de son actionnaire. Et bien aujourd'hui, l'objectif est d'éviter d'être rattrapé par les affaires financières de cette maison mère. L'éclairage de Nicolas Barré du journal Les Échos. Vous êtes peut-être en train de vivre cette galère, l'attente désespérée d'une carte grise ou d'un permis de conduire. Un gros bug sur Internet. On appelle cela la dématérialisation. C'est la fin des guichets, mais le début du cauchemar. Et c'est l'enquête du 8h. Avec nous, Justin Morin, c'est un site qui pose problème, celui de l'Agence nationale des titres sécurisés.
Oui, il peut vite donner envie de jeter son écran par la fenêtre à cause des bugs. Erreurs de téléchargement de photos d'identité, problèmes de format de fichier, mauvaise adresse mail, sans compter les chargements très longs. Adrien s'est par exemple retrouvé face à un mur quand il a voulu faire refaire son permis de conduire. Il avait pourtant bien préparé tous les documents à télécharger. J'appuie sur valider. Tous les autres sites que je connais, ça prend 2 secondes. Et là, ça mouline pendant 30 secondes. Ça bug dès ce niveau-là en fait. Un PDF sur 2 doit pas marcher sur leur site. Concrètement, mon permis est valide. C'est juste que je l'ai pas physiquement. Et je ne sais pas comment le récupérer ni avoir une attestation aujourd'hui. Et le réflexe, quand ça ne marche pas, c'est d'appeler la hotline, mais elle est payante. C'est 6 centimes la minute et la ligne est tout le temps surchargée. Donc on a compris, vraie galère pour les particuliers. Donc Justin, on imagine que c'est la même chose pour les professionnels ? Et oui, c'est la même exaspération. Entre les demandes et les inscriptions au permis de conduire, il y aurait plusieurs centaines de milliers de dossiers en attente selon les syndicats d'auto-école. Du côté des concessionnaires, 68 000 demandes de carte grise sont bloquées. Mais le plus urgent, ce sont les voitures importées. Depuis une dizaine de jours, il était impossible de les immatriculer à cause d'un bug. C'est 22 000 demandes en attente pour des BMW ou des Volvo par exemple. Alors le système vient d'être réparé, mais il faut encore rattraper le retard et ça représente beaucoup d'argent pour ces concessionnaires qui ont fait appel à l'avocat Jean-Marc Descoubès. Aujourd'hui, il y a des dizaines de distributeurs, même des gros, qui sont virtuellement en état de cessation des paiements. Il y a des mesures de chômage technique qui sont à envisager à très court terme. Le ministère de l'Intérieur n'a pas mesuré le caractère grave de la situation. Et pour que l'État réagisse, l'avocat a déjà engagé des démarches auprès du tribunal administratif de Paris. Et l'État, justement, Justin, sa réponse, quelle est-elle ? D'abord, il est bien obligé de reconnaître ces dysfonctionnements. Une procédure d'urgence vient même d'être lancée pour les délivrances de cartes grises. 2 fois par mois, le site est aussi mis à jour pour corriger les bugs. Le ministère de l'Intérieur souligne surtout que des centaines de milliers de dossiers ont quand même déjà abouti, preuve que le système n'est pas grippé. L'enquête du 8h signée ce matin, Justin Morin. Et puis du football, le Ballon d'Or, c'est ce soir un favori. Oui, c'est Cristiano Ronaldo. Merci Jean-Philippe Ballas pour le journal. Europe 1.